Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, étant donné mes très nombreux abonnements aux journaux internationaux et magazines spécialisés. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Un dernier mot, vous le savez, YouTube me fait une mini-censure, ce qui n'est pas le cas sur Odyssey et Rumble, bien évidemment. Donc pour ceux qui apprécient ma chaîne, je compte sur vous pour partager, afin que cette chaîne puisse décoller un petit peu, puisque comme vous le savez bien, je suis extrêmement peu vu, je suis tout petit, et ce serait bien que cette chaîne se développe. Encore une fois, c'est vous qui décidez, c'est vous qui appréciez ou non, et c'est grâce à vous que cette chaîne peut se développer ou non. Voilà, bref, pour ceux qui apprécient ma chaîne, encore une fois, je compte sur vous, partagez. Bref, là c'est le point sur l'Ukraine du 22 juin 2024 avec comme titre principal, eh bien on a le sommet en Suisse pour la paix initié par Zelensky, donc en Suisse très exactement à Lucerne. Et ce sommet de la paix était un véritable fiasco, surtout si on le compare au vote d'adhésion pour aider l'Ukraine en 2022, après l'opération militaire spéciale, juste après, où l'ONU avait pu réunir 140 voix, 140 signataires, donc 140 pays pour l'Ukraine, alors que là, aux dernières nouvelles, donc au sommet de la paix en Suisse, Zelensky n'a récolté que 80 voix, donc 80 pays, ce qui est très peu. Alors, c'est pas vraiment des voix, c'est des signatures pour le plan de paix de Zelensky, plus exactement en 10 points. Les 10 points ont donc été rejetés par la majorité des pays du monde de très loin, et même des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, etc. Donc des pays qui n'ont pas signé en faveur de l'Ukraine, mais vous allez me dire sans surprise. Donc ce sommet pour la paix est une véritable catastrophe pour Zelensky, puisqu'il avait initié ce sommet de la paix pour un petit peu regrouper la motivation, pour essayer de faire caisse de résonance pour l'aide à l'Ukraine, essayer de donner un regain d'intérêt pour l'Ukraine. Cela a lamentablement échoué, surtout si on compare encore une fois à l'adhésion de 2022 où, je le rappelle, donc 140 pays avaient donné des voix pour l'aide à l'Ukraine, et encore une fois, là je le dis, 80 seulement signataires ont accepté le plan de paix de Zelensky. Sachant que Zelensky a invité 160 pays, alors je ne sais pas si c'est Zelensky lui-même ou la Suisse, alors bon, mais peu importe, que ce soit la Suisse ou Zelensky ou les deux, 160 pays ont été invités, 92 pays sont venus, et la plupart ont envoyé des délégations. Il y a beaucoup de chefs d'État qui se sont désistés à la dernière minute. Donc beaucoup ont envoyé des délégations, les chefs d'État ne sont pas venus, incluant les États-Unis, le Brésil, l'Inde, bref, des pays où Zelensky voulait vraiment qu'il y ait des chefs d'État qui se déplacent. Et n'oublions pas ce qu'a dit Zelensky à un grand journal. Il a dit que si Joe Biden ne venait pas, eh bien c'est comme si Joe Biden applaudissait debout Vladimir Poutine. Ce sont les mots de Zelensky. Donc, et pourtant, malgré ces mots terribles de Zelensky, Joe Biden n'est pas venu. Par contre, il est allé en Italie. Donc il était en Italie pendant le sommet de la paix, mais il n'a pas pris la peine d'aller en Suisse. Ce qui en dit long quand même sur l'importance de ce sommet de la paix. Attention, ça ne veut pas dire que les États-Unis ne soutiennent plus l'Ukraine, loin de là. Ils donnent toujours tout ce qu'ils peuvent, bien sûr, mais tout ce qu'ils peuvent, c'est ridiculement faible.
C'est très faible en réalité. Donc fiasco attendu, nulle surprise, tout le monde s'attendait à un fiasco. Eh bien le fiasco est arrivé. Cela s'accumule avec les mauvaises nouvelles sur le front. D'ailleurs, petit aparté concernant le front nord en Ukraine, ce que je vous avais dit donc dans le dernier point sur l'Ukraine, c'est-à-dire que les informations, les fausses informations prises par certains grands médias en disant que sur le flanc nord de l'Ukraine, eh bien, les Russes étaient en grosse difficulté, ils étaient même cernés, ils se faisaient tuer par centaines, etc. Eh bien, c'est confirmé. Donc, les blogueurs russes, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, avaient eu raison. C'était des fausses informations. Et cela a été confirmé par la grande chaîne canadienne History Legends, dont le commentateur est souvent invité par Idriss Aberkan sur sa chaîne car il parle français. Donc tout cela a été confirmé, donc en fait c'est tout l'inverse. Vovchansk va être pris par les Russes dans peu de temps et tout se passe très bien sur le flanc nord de cette grande ligne de front qui fait plus de 1000 km. En plus de ça, on a le Kremlin qui a annoncé que depuis pas mal de semaines maintenant, on peut même parler de 2 mois, les Russes, d'après le Kremlin, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, moi je ne fais que rapporter les dires du Kremlin, ils font tous les jours entre 1500 et 2000 morts côté ukrainien. Alors, morts et gravement blessés, c'est très important à préciser. Entre 1500 et 2000 morts et gravement blessés. Les deux, faut compter les deux là. Ça, c'est les dires exacts du Kremlin. Alors maintenant, c'est le Kremlin. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, dans les faits, c'est extrêmement grave. Je vous montrerai une vidéo d'un officier ukrainien qui se bat sur le terrain et a déjà admis que l'Ukraine avait perdu la guerre. Donc vous voyez que bon, bah, la vérité éclate même en Ukraine. Bien entendu, comme c'est une grosse information, je vous montrerai la vidéo en direct. Donc ce qu'ont vu les Ukrainiens à la télé. Je vous montrerai l'extrait bien évidemment. Donc cela, en plus, on a bien évidemment toujours les histoires de corruption en Ukraine. Les États-Unis ont averti encore une fois Kiev que qu'il fallait que l'Ukraine fasse beaucoup plus pour lutter contre la corruption. Parce que là, Washington se réveille, ils en ont marre que l'argent et l'armement disparaissent en Ukraine. Donc là, ils ont décidé d'avertir Zelensky qu'il fallait qu'il fasse beaucoup plus contre la corruption de son pays. En fait, qu'il vire encore plus de gens en son gouvernement, qu'il fasse un gros ménage de printemps. Voilà, maintenant en été. Donc rien ne va plus en Ukraine et là, on a carrément les États-Unis qui tapent du poing sur la table. Bon, c'est pas la première fois qu'ils tapent du poing sur la table, mais c'était indirect. Là, c'est carrément adressé à Zelensky lui-même. Donc, encore une fois, rien ne va plus côté Ukraine, bien évidemment. Il ne peut en être autrement. Si vous me suivez toutes les semaines, aucune surprise pour vous. De toute manière, l'effondrement est absolument inévitable. Ça fait 1 an et demi qu'il dure, donc c'est un effondrement extrêmement lent. Alors pourquoi il est extrêmement lent? À cause de l'aide occidentale, de l'Union européenne et des États-Unis. Voilà pourquoi il est extrêmement lent. Inéluctable, mais très lent. Surtout que l'aide, bien évidemment, ne cesse de s'amenuiser, comme on va le voir sur ce point sur l'Ukraine. Et enfin, dernier gros titre, et bien là je vais vous faire le bilan du voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord et au Vietnam. Alors évidemment il y aura des petites répétitions par rapport à la vidéo que j'ai faite exclusivement sur ce sujet dernièrement, mais là bon vous aurez d'autres informations intéressantes bien sûr, puisque le voyage est terminé concernant
Poutine. Donc en gros, c'est un voyage de 2 jours en Corée du Nord et suivi immédiatement après d'un voyage de 2 jours au Vietnam. Voilà, et bien d'autres informations comme d'habitude très diverses. Nous allons voir tout cela avec bien sûr la partie économique à la fin de cette vidéo. Et comme d'habitude, cette vidéo est en 3 parties. Il y aura les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà, commençons. On va commencer par un article de EU News donc qui nous dit sommet de la paix en Suisse, 80 pays signent pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Van der Leyen dit les conditions scandaleuses de Poutine. Le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite font également partie des 12 pays qui ont renoncé à la déclaration commune. L'Union européenne des 27 et les institutions européennes signent. Pour Zelensky, un succès, mais seulement un premier pas. J'adore un succès, alors que c'est un fiasco et tout le monde est d'accord pour le dire. Vous notez que, chose étrange, mais pas vraiment étonnante, l'Union européenne des 27, en tant qu'entité, ainsi que les institutions européennes, se sont permis de signer pour ajouter des voix. Et oui, parce qu'en réalité, ça fait pas 80. Voilà, ça on oublie de vous le dire. Parce qu'en fait, dans les 80, ils ont inclus l'Union européenne et les institutions européennes. Ah ouais, carrément, on se permet ça, quoi. Bon, bref, c'est ridicule, mais encore une fois, nul étonnement. Alors, on va aller très vite parce que je vous en ai déjà parlé lors de la présentation. Il y a des choses intéressantes. Le gouvernement suisse a invité 160 pays. Ah, c'est le gouvernement suisse qui a invité les 160 pays à Lucerne, à l'exclusion de la Russie, tandis que la Chine figurait parmi les 68 pays qui ont refusé. Donc 68 pays ont refusé. Et là, on voit l'Arménie, le Brésil, la Colombie, le Vatican, étonnamment le Vatican, l'Inde, l'Indonésie, la Libye, le Mexique, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et les Émirats Arabes Unis n'ont pas signé le communiqué final. Alors pourquoi il vous parle de ces pays-là qui n'ont pas signé le communiqué final, puisqu'évidemment il y en a eu bien d'autres, c'est parce que, bon, c'est pour vous montrer en gros les pays qui sont contre l'Occident. Et étonnamment, on a le Vatican. Étonnamment. Mais vous voyez, on a l'Arménie qui, comme par hasard, fait un rapprochement assez discret avec la Russie, on n'en parle pas beaucoup. Le Brésil, rapprochement très clair. La Colombie, ça c'est vraiment nouveau, tout comme le Vatican. L'Inde, tout le monde le savait. L'Indonésie est un grand pays important, très important, qui a toujours été pro-russe. La Libye, c'est pareil. Le Mexique, c'est pareil. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. L'Afrique du Sud, toujours. La Thaïlande a toujours eu des forts liens avec la Russie et les Émirats Arabes Unis, bien évidemment. Ça, c'est de la même veine que l'Arabie Saoudite. Donc ça permet de voir un petit peu la nouvelle carte du monde. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire tous ces pays. Ça permet de voir en termes géopolitiques qui est avec qui et qui commence à changer de bord. Et là on voit l'Arménie, la Colombie et le Vatican. Ça c'était des pays à noter au niveau des changements de bord. Parce que c'était pas le cas avant, hein. La Colombie avait des liens avec les États-Unis. Par contre, le pays adjacent, à droite de la Colombie, le Venezuela, alors par contre, lui, pro-russe à fond et anti-États-Unis à fond. Voilà. Donc, grand changement et ça valait la peine de vous montrer ces changements-là. Bon, bref, on va passer à un nouvel article. Alors on va finir par un article de European Union qui date du 2 mars 2022, donc un ancien article qui nous dit l'Assemblée générale de l'ONU exige que la Fédération de Russie retire toutes ses forces militaires du territoire ukrainien. Et oui, car il y a eu un vote à l'ONU qui était pour l'Ukraine, qui était contre et qui s'était abstenu. Et regardez à cette époque, 141 voix pour l'Ukraine, 5 voix contre. 35 se sont abstenus.
Mais bon, alors là, on a l'impression qu'il n'y a que 5 voix pour la Russie. En fait, non. En fait, il y en a 35 plus 5 et même beaucoup plus, puisque ceux qui s'abstiennent, c'est ceux qui ont peur des menaces américaines, en réalité. Donc, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde, hein. Évidemment, beaucoup de pays ont été menacés s'ils votaient pro-russe. Bien évidemment, tout ça, c'est un secret de polichinelle. D'ailleurs, ça a fait scandale à l'ONU, hein, parce que beaucoup de petits pays s'étaient plaints des menaces des États-Unis s'ils ne votaient pas bien, avec des rétorsions très tangibles, hein, et extrêmement injustes, bien évidemment. Et là, en fait, pour éclaircir mon propos, on va regarder le tableau. Donc vous voyez les 5 pays qui ont carrément voté pro-russe, donc la Syrie, bon, évidemment la Russie, l'Érythrée, la Corée du Nord, la Biélorussie. Et vous voyez tous ceux qui sont abstenus. Et regardez ceux qui sont abstenus. Vous avez la Chine, le Congo, Cuba, le Vietnam, le Zimbabwe, le Sri Lanka, le Soudan, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Bref, tout que des pays complètement pro-russes. Voilà, mais ils se sont abstenus pour éviter d'éventuelles menaces américaines, d'éventuelles sanctions même américaines. Mais à cela, faut s'ajouter ceux qui ne se sont même pas présentés pour ne prendre absolument aucun risque. En gros, nous, on pouvait pas voter, on avait des petits problèmes, on pouvait pas venir, etc. Et regardez, donc, pays comme le Maroc, qui a des liens avec la Russie, Guinée, Guinée-Bissau, l'Azerbaïdjan, qui a des liens très forts avec la Russie, le Burkina Faso, qui a des liens très forts avec la Russie, l'Éthiopie, des liens forts avec la Russie, etc. Je ne vais pas tous les lire, mais en gros, c'est 5 plus 35 plus tous ceux qui n'étaient pas présents. Tous ceux-là, en réalité, sont pro-russes, en réalité. Donc ça, c'était trompeur. Et ça, c'était à l'époque. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer la dégringolade quant au soutien à l'Ukraine. Là, c'était le 2 mars 2022 et de nos jours, au lieu de 141 voix pour l'Ukraine, eh ben, on n'en a plus que 80 aujourd'hui. Donc vous voyez un abandon plus que partiel concernant le monde pour l'Ukraine. Gros changement et cela valait le coup de le préciser. Un média français quand même, François, a quand même relevé le fiasco du sommet de la paix, la mascarade du sommet pour la paix en Ukraine, un nouveau fiasco de Zelensky. Bon, voilà, c'était très clair, il fallait le noter et je finis sur ce média français. Là, concernant la corruption en Ukraine, on va prendre un article majeur, très important du Washington Post du 20 juin qui nous dit « L'Ukraine prétend gagner sa guerre contre la corruption. L'Occident dit « Faites plus ». Washington et ses alliés affirment que Kiev n'en fait pas assez pour lutter contre la corruption malgré des progrès majeurs, créant des tensions qui pourraient mettre en péril l'aide militaire et économique. Alors l'article est trop long, je ne vais pas vous le lire en entier, mais je vais vous lire au moins le début pour vous donner la saveur de cet article qui est vraiment majeur et énorme. Étonnamment, à ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, je n'ai pas vu cet article du Washington Post qui a été repris dans les grands médias européens, à ma connaissance. Tiens, mais cela ne m'étonne pas vraiment. Et pourquoi on ne reprend pas cet article? Parce qu'il est complètement explosif. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si la corruption, qui est tellement gigantesque au sein du gouvernement de Zelensky, continue, eh bien Washington menace d'arrêter l'aide à l'Ukraine concernant les armes et le financement. Donc c'est énorme en réalité comme article. Énorme. Donc il menace carrément Zelensky, on ne va plus rien te donner. Alors Zelensky en panique. C'est vrai qu'il a fait beaucoup contre la corruption, mais comme lui-même fait partie des corrompus et qu'il en est le centre, c'est un petit peu embêtant, parce que tous ceux qui le soutiennent sont ultra corrompus, dont cet homme-là, par exemple, qui est un oligarque ukrainien,
donc Ihor Kolmoski, et qui était le chef de Zelensky quand Zelensky était encore dans le privé et qu'il n'était pas président. C'est lui qui a fait la richesse de Zelensky. Hein. En gros, c'était son mentor. Et depuis des années, mentor et ami. Et pourtant, Zelensky a dû quand même le condamner à de la prison pour suspicion de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Bah oui, c'était tellement énorme. Et lui, c'était un des plus grands piliers concernant les oligarques corrompus. Et c'est sous ordre de Washington que Zelensky, quand même, l'a condamné. Hein. C'est sous ordre de Washington. Ça, c'est pour la petite histoire. Hein. Je l'ai appris grâce au journal américain The Grey Zone, que c'était en fait un ordre discret de Washington. Alors encore une fois, on va pas tout lire, hein. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Les responsables ukrainiens insistent sur le fait qu'ils luttent contre la corruption avec autant d'acharnement que leurs troupes combattent les envahisseurs russes à l'Est. Mais les gouvernements occidentaux, y compris les États-Unis, affirment que cela n'est toujours pas suffisant. Une source de tension de plus en plus vive entre Kiev et certains de ses plus fervents partisans, qui met constamment en danger toute aide économique et militaire supplémentaire. Et oui, presque chaque mois, une nouvelle affaire s'ajoute à une série d'arrestations et de licenciements très médiatisés. Fin mai, l'ancien chef adjoint de l'administration présidentielle, Andrei Smirnov, a été accusé d'enrichissement illicite par le Bureau national anticorruption d'Ukraine, qui a déclaré qu'il avait acquis des biens immobiliers, des véhicules et d'autres actifs d'une valeur plus de 10 fois supérieure à celle rapportée salaire et épargne. En avril, le président Volodymyr Zelensky a licencié Ilya Vichuk, chef du département de cybersécurité des services de sécurité ukrainiens, quelques jours après que les médias locaux ont rapporté que l'épouse de Vichuk avait acheté un appartement pour plus de 500 000 $ dans un quartier huppé de Kiev. Vous voyez où va tout votre argent? Vous, les Européens, mais vous aussi, plus loin, les Américains du Nord, hein, c'est-à-dire l'argent des Canadiens et des Américains. Hein, vous voyez tout l'argent où il va? Il va dans la poche des oligarques gouvernementaux, évidemment des membres du gouvernement qui ne sont pas forcément des oligarques, bien évidemment. Cela va dans la poche des seigneurs de guerre ukrainiens, de la mafia ukrainienne qui est absolument gigantesque. Mais ça, je vous en ai parlé tellement de fois. N'oublions pas le reportage de CBS il y a plus d'un an, il y a 1 an et demi, qui disait déjà à l'époque que 70% des armes américaines étaient détournées par tous ces gens-là. Ne l'oublions pas, et c'était CBS. Hein. Attention, hein. C'est l'équivalent de France 2 en France, si vous voulez. Vous voyez? Bon bref, et là je m'arrête vraiment là. Au cours de l'année écoulée, le juge en chef du pays, Selovod Kienaziev, a été accusé d'avoir accepté plus de 2 millions de dollars de pots de vin et a été rapidement démis de ses fonctions. Et un oligarque éminent, Ihor Kolomoisky, qui était autrefois un fervent partisan de Zelensky, a été emprisonné pour suspicion de fraude, de détournement de fonds, blanchiment d'argent, puis accusé de financement d'un projet de meurtre contre rémunération au début des années 2000. Vous voyez, et puis c'est sans fin comme ça, sans fin. Je vais pas tout vous lire l'article parce que ils vous font une liste de tous ceux qui ont été arrêtés, c'est sans fin. Bref, c'est une catastrophe absolue. Même moi, bon, je le savais que c'était ultra corrompu, je vous en ai parlé des centaines de fois. Mais même moi, je pensais pas que c'était aussi corrompu que ça. Parce qu'en gros, quand on lit l'article, bon, en gros, faut virer tout le monde. Zelensky inclus. Hein. Bon, ça, c'est pas dit dans l'article, bien sûr. Zelensky, c'est le poulain de l'Occident. Pour l'instant. Mais évidemment, il va être écarté du pouvoir, Zelensky. Hein. Bien évidemment, il va être écarté totalement du pouvoir. Et apparemment, relativement bientôt. D'après ce que je comprends, d'après tout ce que je dis. Mais bon, ça reste à confirmer. Bref, l'Ukraine d'une corruption bien pire que ce qu'on pensait, et on place l'Ukraine comme le pays le plus corrompu d'Europe,
et un des plus corrompus du monde. Moi, je pense que l'Ukraine fait partie des 3 premiers pays les plus corrompus du monde. Puisque c'est bien pire que ce que l'on pense en réalité. Et cerise sur le gâteau, Ursula von der Leyen veut faire entrer l'Ukraine en version extrêmement accélérée, en court-circuitant tous les, comment dire, tout l'administratif pour que l'Ukraine euh, fasse partie de l'Union européenne. Vous imaginez un peu Ursula von der Leyen qui décide ça? C'est à en pleurer, vraiment en pleurer. Bref, j'arrête là pour la corruption en Ukraine. Là, on va parler du voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord et au Vietnam, et on va commencer par la Corée du Nord avec un article d'Associated Press qui nous dit: la Corée du Sud envisagera de fournir des armes à l'Ukraine après la signature d'un accord stratégique entre la Russie et la Corée du Nord. Ça s'agit de côté Corée du Sud, alors on va pas tout lire, hein. La Corée du Sud a déclaré jeudi qu'elle envisagerait d'envoyer des armes à l'Ukraine, un changement de politique majeur suggéré après que la Russie et la Corée du Nord ont ébranlé la région et au-delà en signant un pacte pour se défendre mutuellement dans le cadre des événements de la guerre en Ukraine. Et oui, ce pacte dit qu'il y aura une protection mutuelle. Si la Russie est attaquée par l'Occident, bon bref, un pays, peu importe, la Corée du Nord s'alliera pour l'aider. Et si la Corée du Nord est attaquée, peu importe par quel pays, la Russie s'est engagée à protéger la Corée du Nord. Donc imaginez-vous un peu ce pacte qui est absolument énorme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce revirement de la Corée du Sud qui tout d'un coup fait ce changement majeur stratégique? Bon, elle envisage seulement. Mais comment ça se fait qu'elle envisage? Quel est l'intérêt pour la Corée du Sud? Eh bien, absolument aucun. Ça, c'est sous pression de Washington, bien évidemment, et c'est pas la première fois. L'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, on a la Corée du Sud qui a été pressée par Washington pour qu'elle fournisse 450 000 obus à l'Ukraine. Or, la Corée du Sud avait dit non directement pour éviter d'être en conflit direct avec la Russie afin d'éviter d'être co-belligérant. Donc ça a traîné un petit peu, mais sous la pression de Washington, au final, il y a eu un accord tarabiscoté pour que, en fin de compte, la Corée du Sud ne vende pas directement à l'Ukraine ou ne vende pas directement aux États-Unis, mais prête les obus aux États-Unis. Voilà. Alors bon, tout ça est complètement mesquin et ridicule, hein. Ça, c'est l'hypocrisie occidentale dans toute sa splendeur. Voilà, c'est une ruse de contournement en espérant que la Russie ne les considère pas comme co-belligérants, puisque la Corée du Sud tenait à conserver ses liens avec la Russie, qui sont assez, pas forts, mais qui sont bien là, bien réels, assez importants, et la Corée du Sud ne voulait pas se mettre la Russie à dos. Bon, au final, avec la pression, elle a quand même donné, fourni ses 450 000 obus, mais c'est pour vous dire que la pression américaine est absolument terrible. Donc voilà, donc ce qui est important à noter, et j'en finirai là, c'est que ce pacte de défense mutuelle, bien évidemment, est un événement absolument majeur dans le monde, qui rebat pas mal les cartes. Bien évidemment, comme vous le savez bien si vous avez vu ma vidéo exclusive sur le voyage de Vladimir Poutine en Corée du Nord, bien d'autres traités ont été signés d'échanges commerciaux, militaires, etc. Et je vous avais dit dans ma vidéo que Kim Jong-un en est ressorti très, on va dire, beaucoup plus puissant sur la scène internationale, beaucoup plus prestigieux, non seulement aux yeux de son peuple, mais aussi aux yeux du peuple international. La Corée du Nord, maintenant qu'elle a des liens indéfectibles avec la Russie, eh bien voilà, on savait déjà que la Russie aidait énormément la Corée du Nord quant à la technologie
militaire, puis aussi pour les denrées alimentaires. Donc maintenant, voilà, la Corée du Nord, militairement, elle est protégée. Maintenant, elle est invulnérable, pourrait-on dire. D'autant plus que Vladimir Poutine, et là ce seront vraiment mes derniers mots pour la Corée du Nord, a dit que si les menaces occidentales, si l'aide à l'Ukraine s'accentuait, il réfléchissait beaucoup à donner carrément des armes à la Corée du Nord et à tout autre pays dans le monde. Voilà, il s'en donnait le droit à tout autre pays dans le monde, hein. Alors attention, gardons à l'esprit que ça peut être le Yémen, ça peut être le Liban, on ne sait pas, hein. Et puis si la Palestine devient un jour un État, à la Palestine, qui sait? Bref, voilà, et j'arrête là pour la Corée du Nord. Toujours un article d'Associated Press, mais cette fois on va parler de son voyage au Vietnam. Là on lit Poutine signe des accords avec le Vietnam dans le but de renforcer les liens en Asie et de compenser l'isolement croissant de Moscou. Alors isolement croissant de Moscou vis-à-vis de l'Occident, c'est quand même à noter. Donc bon bah là on voit pas, mais là ils se sont fait une chaleureuse accolade, hein. J'ai vu la vidéo. Donc quand vous voyez comment Vladimir Poutine a été reçu en Corée du Nord, et ben c'est strictement la même chose au Vietnam. Donc Vladimir Poutine a été reçu en très grande pompe. Et évidemment les liens sont très chaleureux entre la Corée du Nord et le Vietnam envers la Russie. Évidemment, là, Vladimir Poutine compte bien appuyer à nouveau sur ce fait-là. Donc, il y a eu beaucoup. Là, on va passer très vite puisque je commence à être un peu long. Donc, Vladimir Poutine a signé maintes et maintes traités avec le Vietnam, des traités principalement économiques, un petit peu militaires. Il faut savoir que le Vietnam, malgré l'image que vous voyez là, est le nouveau poulain en Asie des États-Unis. Et oui, donc le Vietnam a été choisi par les États-Unis pour contrer la Chine. Alors vous allez comprendre dans quel sens. Le 10 septembre 2023, Joe Biden est venu au Vietnam pour signer de gros traités avec le Vietnam. Donc les relations sont au beau fixe avec Washington et le Vietnam. Mais Washington pensait faire plier le Vietnam comme ça. Et au final, le Vietnam a bien tenu, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. La politique du Vietnam à l'international, c'est la diplomatie du bambou, comme il est dit au Vietnam. Hein, la diplomatie du bambou, c'est-à-dire que le Vietnam fait un peu comme l'Inde d'ailleurs, hein. C'est-à-dire plie d'un côté comme de l'autre uniquement pour ses intérêts, mais les racines du bambou restent bien accrochées, hein, et ils sont très accrochés envers la Russie. Et le Vietnam ne l'oublie pas, puisque les liens entre la Russie et le Vietnam sont très forts depuis des décennies et des décennies. Donc c'est absolument normal. Donc Vietnam, diplomatie du bambou. Et pourquoi Washington garde le Vietnam, regarde le Vietnam avec des yeux de plus en plus doux, c'est que, étant donné que la Chine est devenue l'ennemi des États-Unis, eh bien les États-Unis cherchent à créer des liens forts avec le Vietnam pour remplacer la main-d'œuvre pas chère chinoise par la main-d'œuvre pas chère vietnamienne. Donc en gros, les États-Unis voudraient que le Vietnam soit la nouvelle usine, non pas du monde, mais la nouvelle usine pour les États-Unis. Et éventuellement l'Europe. Mais surtout pour les États-Unis. Et donc, nous verrons comment cela va se passer. On ne peut pas connaître le futur. Mais en tous les cas, le fait que Vladimir Poutine est venu à Hanoï a fortement crispé Washington, qui ne s'en est pas caché d'ailleurs. Et Washington, via un porte-parole, Jack Kirby, a dit publiquement devant les caméras qu'elle était très inquiète de pas de ce revirement vietnamien, puisqu'il n'y a pas eu de revirement, simplement consolidation des liens d'amitié militaire, économique avec la Russie. Mais elle est quand même très inquiète et ça va pas du tout dans le sens que Washington le voulait. Donc voilà, donc encore une fois, les dessous de l'affaire,
que je vous avais pas dit dans ma précédente vidéo, c'est que Washington voudrait que le Vietnam soit la nouvelle usine pour les États-Unis concernant les ouvriers, la main-d'œuvre pas chère. Nous verrons bien comment cela se terminera. Je vais compléter le sujet avec une petite vidéo venant du Parisien. Vous allez voir, c'est très intéressant. Вот те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют. Ну, я вот и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю. 설린 우호 관계를 두 나라 인민들의 지향과 염원. Владимирович Путин подписывает договор о всеобъемлющем It is incredibly concerning. It would destabilize the Korean Peninsula, of course, and potentially give it, depending on the type of weapons they provide, might violate UN Security Council resolutions that Russia itself has supported. Prior to COVID, would meet and potentially discuss maintenance of demarcation line. So where we're sitting is kind of a little peninsula out into the very first. Южная Корея, Республика Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавшей этот документ сторон будет осуществлена агрессия. Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики не планирует, а значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости. Bon, voilà, c'était intéressant de voir ce petit extrait qui condense pas mal d'informations. Par contre, ils n'ont pas beaucoup insisté sur le fait que Poutine a aussi menacé de donner des armes à d'autres pays dans le monde. Donc voilà, c'était à souligner. Alors là, maintenant, on va parler du front nord en Ukraine, qui a été ouvert par une offensive russe venant justement de Russie. Et là, on va voir le niveau de fausses informations données par un grand média occidental qui est Forbes. On a, en essayant sans succès de traverser une rivière à Volchansk, 400 soldats russes ont été isolés. Maintenant, ils se rendent. L'offensive russe au nord ne se déroule pas bien. Évidemment, ils reprennent directement les informations de Kiev, sans même prendre les précautions d'usage journalistique, comme le fait Associated Press, The New York Times, Washington Post, etc., Wall Street Journal, etc., qui dit, bon, l'Ukraine prétend que, l'Ukraine dit que. Là, il vous présente ça comme une vérité, voilà, il n'y a même pas de conditionnel. C'est un état de fait, voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est de la fausse information. Et on a un seul grand journal international qui est Bloomberg, mais connaissant Bloomberg, cela n'est pas étonnant. Bloomberg est un petit peu une exception. C'est vraiment un des rares bras armés de la propagande dans les plus grands journaux internationaux où vraiment la propagande se fait sentir occidentale, pareil sans prendre de gants non plus. Donc Bloomberg, c'est un petit peu une exception parce que les autres journaux que je vous ai cités ne tombent pas dans ce travers non professionnel journalistique où on dit normalement d'après l'Ukraine, d'après ce que dit Kiev, l'Ukraine a dit que, là, pareil Bloomberg, là, Poutine manque de temps pour réaliser une percée en Ukraine.
la Russie a fait des progrès limités alors que l'Ukraine manque d'armes. Oui, effectivement, les progrès, c'est du grignotage pour l'instant. Et là, surtout, c'est surtout ça, l'Ukraine met fin à l'attaque russe alors que des milliards d'armes commencent à affluer. Alors là, on est dans le grand guignolesque, met fin à l'attaque russe. Donc quand on lit l'article, c'est Vovchansk, c'est-à-dire, d'après Bloomberg, les Ukrainiens ont arrêté l'avancée des Russes et les Russes commencent à reculer. Voilà, donc évidemment, c'est de la désinformation la plus totale. Et je vais vous montrer donc les dernières cartes de professionnels, entre guillemets, comme par exemple les cartes d'History Legends. Là, voici une carte précise qui vous montre les avancées russes et ukrainiennes. Donc là, on peut voir en rouge donc l'armée russe et tout ça, c'est Vovchansk. Voilà. Et donc vous pouvez voir que l'armée russe a pris tout cela. Donc là, une partie du nord et une partie de l'ouest, ainsi qu'une partie ici qui semble isolée, mais qui est en réalité reliée par un cordon, ici qu'on ne voit pas, qui n'a pas été visualisé car il est assez petit. Et donc là, les Ukrainiens, vous voyez par où ils s'engouffrent et par où les Russes attaquent. Alors, Vovchansk est bombardé par des FAB 500 et des FAB 1500, ainsi que sur l'extérieur, évidemment, de la ville, bien sûr. Donc là, les Ukrainiens prennent extrêmement cher, tout simplement parce que il y a des troupes d'élite qui sont envoyées en grand nombre à Vovchansk pour défendre ce petit bout de territoire. Donc, comme d'habitude avec Zelensky, chaque centimètre carré, il faut envoyer toutes les forces possibles. Donc là, d'après ce que j'ai vu au niveau des rapports ukrainiens, eh bien, ils ont envoyé des troupes d'élite là. Le problème, c'est qu'ils se font massacrer. Et pourquoi ils se font massacrer? Ben, tout simplement parce qu'ils sont en petit nombre. Ils sont en petit nombre. Ils n'ont presque pas d'appui aérien, bien paraît-il qu'il y a eu un petit appui aérien dernièrement. Mais bon, une fois comme ça. Voilà, l'avion a tiré, il est reparti. Pour éviter qu'il soit détruit. Donc, mais bon, en gros, ils n'ont pas d'appui aérien. Ils ont pas beaucoup d'artillerie et en face il y a beaucoup d'artillerie, énormément d'appui aérien, donc ils se font massacrer. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que les Russes disent que c'est sur le front nord là que les Ukrainiens prennent le plus cher. Voilà. Et pour finir, je vous montre une autre carte, toujours venant de History Legends, qui vous montre un zoom encore plus précis avec les forces russes et le point qui semblait isolé que je vous avais montré précédemment. Je vous avais dit qu'il y avait un cordon. Là, on le voit mieux sur cette carte. Donc là, c'est une usine qui a été prise par les Russes, qui a été occupée par des Ukrainiens, et les Russes s'y sont implantés. Et ils ont fait une avancée. Et l'avancée, c'est tout ça, déjà. C'est toute cette avancée, plus celle-ci. Voilà. Voilà, plus celle-ci. Donc les Russes ne font qu'avancer. Et bientôt, tout Vovchansk va être pris. Donc voilà. Donc, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, évidemment. Donc vous voyez, il y a encore d'autres avancées. Là, il y a toute cette avancée à l'ouest. Là, cette avancée ici à l'est. Bon, bref, les Russes avancent toujours comme d'habitude, normalement, et les Ukrainiens ne font que reculer en se faisant massacrer. Hein, puisque History Legends confirme aussi le massacre côté ukrainien. Voilà, donc c'était intéressant à dire et j'arrête là pour le front. Alors là, un article étonnant de London Times qui nous dit en titre, les Russes sont en train de nous noyer. Alors ça, c'est ce que les Ukrainiens disent, les soldats ukrainiens. 2 points,
la guerre du fleuve cruel de l'Ukraine. Et quand vous lisez l'article, eh bien en fait, c'est les commandants ukrainiens qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à traverser le Dniepr. Et ce, depuis 1 an et demi. Donc ils se font détruire par les tirs d'artillerie, les drones, l'aviation. Donc oui, bien sûr qu'ils sont en train de noyer les Ukrainiens qui n'arrivent même pas à passer le fleuve, sauf une fois où ils ont pris pied à Klinky. Voilà, et ça avait duré un moment, mais ils avaient mis d'énormes forces pour faire cela. Je vous en avais parlé pendant des semaines de cette attaque-là ukrainienne, où ils avaient réussi à franchir en nombre le fleuve, mais avec quelle perte? Des pertes énormes. Et là, enfin, c'est reconnu. Toutes ces, toutes ces attaques complètement stupides dans le sud de l'Ukraine, dans l'oblast de Kherson, pour essayer de passer le Dniepr, où à chaque fois c'était un massacre. Je vous en ai parlé pendant 1 an et demi. Je vous disais à chaque fois que je ne comprenais pas. Il n'y a que maintenant que c'est reconnu par les Ukrainiens qui se font tuer là-bas. Voilà, donc c'était bon de le signaler. Pour moi, c'était des attaques uniquement pour de la communication, pour dire, eh, regardez, on fait quelque chose. Et bien là, c'est enfin reconnu par le London Times. Donc là, on va regarder un extrait d'une vidéo de Ukrainska Pravda, c'est-à-dire un des plus grands médias ukrainiens. Donc Ukrainska Pravda étant un organe de propagande de Kiev, bah, vous vous doutez bien, pour qu'il diffuse ça, c'est que vraiment ça va très très mal. Alors c'est pas la première fois que cela arrive et qu'il diffuse ce genre de choses, hein. Alors je ne sais pas pourquoi il laisse passer ça, mais bon, c'est comme ça. Bon bref, là vous voyez le commandant ukrainien, parce que c'est un commandant qui fait partie de la 3e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne, et il s'appelle Karachuk. Et il est interviewé donc par une journaliste qui lui demande: sommes-nous en train de perdre la guerre? Et lui, il répond oui. Je vais vous traduire. Зараз ми програємо цю Так. війну? Зараз ми програємо Oui, là maintenant, on est en train de perdre cette guerre. цю війну. Це очевидно, це факт. C'est évident et c'est basé sur les faits. Nous perdons des territoires. Та ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих Nous perdons les meilleures personnes. людей. Звісно, ми програємо цю війну. Bien sûr que nous perdons cette guerre. Відбувається на фронті. Quelle est la situation sur le front? Найкритичніший етап війни. C'est une situation critique. Bref, on va s'arrêter là. Vous avez compris. Donc, bon, bah, que vous dire de plus? Là, ça vient directement d'Ukrainska Pravda. J'ai rien à ajouter. Là, on va regarder un article qui vient du grand journal ukrainien The Kyiv Post, qui fait partie des 4 journaux ukrainiens que je lis régulièrement. Donc il y a The Kyiv Post, mais aussi The Kyiv Independent, Ukraine Forum et Ukrainska Pravda, qui veut dire la vérité ukrainienne. Et là, que lit-on dans The Kyiv Post? On a un responsable de l'armée de l'air, donc ukrainienne. C'est un général en réalité quand on lit l'article. L'Ukraine va protéger sa flotte de chasseurs F-16 en basant des avions dans d'autres pays. Donc voilà l'astuce de l'Ukraine, c'est qu'au lieu que les F-16 soient basés en Ukraine, ils seront basés dans d'autres pays. Et quand on lit l'article, il y en aura un tout petit peu en Pologne et le gros sera en Roumanie. Et il n'y en aura qu'une poignée en Ukraine. Mais ça, c'est que ce que dit le responsable de l'armée de l'air. Donc, mais d'après l'article, eh ben, ça c'est le projet, qu'il y en ait quelques-uns sur un aérodrome en Ukraine. Ce n'est qu'un projet, parce qu'apparemment l'Ukraine n'arrive pas à faire des pistes adéquates pour le F-16. Et vous vous doutez bien que si jamais un jour il y en a en Ukraine, ce sera dans l'oblast de Lviv, c'est-à-dire dans l'extrême ouest de l'Ukraine. Il n'y a qu'un petit problème, quoi, deux même. Alors, évidemment, l'Ukraine n'arrive pas à faire un tarmac adéquat pour le F-16, car le F-16 a besoin qu'il n'y ait pas le moindre gravillon sur le tarmac. Ça demande un tarmac absolument impeccable, parce que le moindre grain qui va dans le moteur détruirait le moteur, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'un F-16 c'est monomoteur. Bref, donc
l'Ukraine n'a pas réussi à se dépatouiller là-dessus, ça aurait coûté trop cher, trop de moyens humains, etc. Donc ils ont décidé de prendre la solution de facilité et mettre le gros des F-16 en Roumanie. Et on arrive au deuxième problème qui est absolument gigantesque et qui fait que déjà le F-16 ne servait à rien, même s'il était en plein centre de l'Ukraine. Là maintenant, il sert encore moins si c'était possible. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, bien évidemment, les F-16 qui sont donnés à l'Ukraine, entre guillemets, sont de vieilles F-16. C'est pas les dernières F-16 avec le dernier bloc. Bien sûr, ce sont de relativement anciens F-16. Alors, ce ne sont pas de très vieux F-16 quand même. Ils n'ont pas osé faire ça. Mais c'est des F-16 dont les dernières modernisations datent du début 2000. Donc des modernisations qui ont environ une vingtaine d'années. Bon, alors, ils ne donnent pas leur vieux rebut de F-16, mais quelque chose d'assez mauvais quand même. En plus de ça, un F-16, au mieux, ça peut parcourir 550 km. Alors vous vous doutez bien la distance entre la Roumanie, par exemple, ou l'extrême ouest de Lvov, par rapport au front, déjà, il y a 1000 km. Donc, comment le F-16 va faire? Eh ben alors là, on se le demande. Vraiment, on se le demande. Donc le F-16 ne servait déjà strictement à rien, même s'il était idéalement en plein centre de l'Ukraine, là, ça sert vraiment à rien. Donc le F-16, en gros, il fera des petites incursions, il lancera des missiles de croisière parce qu'il ne pourra rien lancer d'autre, de peur qu'il soit abattu, bien évidemment, et il fera immédiatement un retour en arrière. Donc effectivement, pour faire ça, il n'y a pas besoin de former des pilotes pendant très longtemps. Ça c'est sûr, quelques mois suffisent, juste pour faire ça. Bref, alors je ne sais pas, peut-être qu'ils vont oser amener des F-16 à 400 km, 300 km du front. Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais franchement, je n'y crois pas. Le F-16, c'est vraiment une idée complètement ridicule. Et je me doute bien que si jamais des F-16 sont abattus ou même un seul, imaginez-vous la réputation des US si un F-16 était abattu. C'est pas dans la même grandeur que si on détruisait un Abrams M, un char. Ah oui, un F-16 aurait beaucoup plus de retentissement. Toujours avec les F-16, on a le site Euromaidan, donc un des sites les plus propagandistes pro-ukrainiens qui soit. On a les États-Unis retardent délibérément la formation des pilotes ukrainiens de F-16, affirme Kiev. Vous vous rendez compte un peu de l'information? Un responsable ukrainien a affirmé qu'une décision politique de Washington nuisait aux opérations contre la Russie en raison de la lenteur de la formation des pilotes de F-16. Même Kiev dit que Washington retarde délibérément la formation des pilotes ukrainiens de F-16. Vous voyez bien que ça pue extrêmement fort. Et peut-être même qu'au final, tout ce qu'on nous dit, qu'il y ait des F-16 qui vont être en Pologne, en Roumanie, vous inquiétez pas, comme ça ils seront protégés, les Russes n'oseront pas. En plus, on a ça qui vient de tomber, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y aura vraiment des F-16 de livrés au final? Puisqu'on sait que les F-16, seront jamais livrés en Ukraine, apparemment, mais éventuellement en Roumanie, en Pologne. Et là, maintenant, on a ce retard délibéré de Washington d'après Kiev. Imaginez-vous. Donc, tout ça sent très fort le fait qu'il y aura, à mon avis, même pas de F-16 qui voleront en Ukraine. Nous verrons bien. Très vite, un article de Forbes, et pour clore cette histoire de F-16, on a les pilotes ukrainiens de F-16 ont un problème. Ils devront voler bas pour survivre, ce qui gêne leurs missiles. Les missiles aiment l'altitude, mais les défenses aériennes russes maintiendront les pilotes ukrainiens près du sol. Quand vous lisez l'article, vous lisez que si jamais il y a des F-16 qui veulent plus ou moins s'approcher du front, ils devront voler très bas pour survivre parce qu'ils se feront abattre par les défenses aériennes russes. Ce qui veut dire qu'ils devront tirer le plus loin possible,
le plus bas possible. Et donc les missiles tirés en imaginant qu'on prenne un bon missile RR qui a une portée, on va dire 150 ou 250, allez, on va dire 200 km, eh bien en fait le missile ne pourra faire par exemple que 100 km. Hein, bon, ça c'est suivant l'altitude de l'avion et comment il tire son missile. Parce que le missile devra monter en altitude pour ensuite s'abattre sur sa cible. Donc le missile, il va perdre beaucoup de son carburant. Et donc pourra faire peut-être que 50% de sa distance maximale prévue. Donc en gros c'est du grand n'importe quoi. Alors je vous avais déjà dit dans de précédents points sur l'Ukraine que les F-16 de toute manière, à cause de la défense antiaérienne russe, ne pourraient pas s'approcher du front de toute manière. Bon, c'est vrai que ça, le coup du missile, ça je n'y avais pas pensé. Donc, mais bon, ça s'ajoute aux problèmes. Bref, imaginez-vous tous ces problèmes qui s'ajoutent concernant le F-16. Ça devient délirant d'envoyer des F-16 en Ukraine. Ça devient juste pas possible, car un F-16 de toute manière, même s'il se rapprocherait du front, serait tellement vulnérable qu'il prendrait bien trop de risques. Et pour quelle efficacité? Là, on vient de voir avec les missiles. Pour quelle efficacité? Eh bien, quasiment zéro, j'ai envie de vous dire. Alors là, je vais vous montrer un article du Washington Post qui est très intéressant et qui en dit vraiment très long. Regardez le titre. Alors que Kiev organise sa première fierté, alors c'est la traduction de Gay Pride, c'est-à-dire la fierté homosexuelle. Depuis l'invasion, les troupes LGBTQ+ réclament l'égalité. Le mois de la fierté en Ukraine consiste également à résister à la Russie et à exiger mieux en Ukraine, où les soldats LGBTQ+ ne bénéficient pas des mêmes droits ou avantages que les troupes hétérosexuelles. Alors je vous explique. Alors quand vous lisez l'article, vous apprenez des choses absolument édifiantes. Le contexte, là on parle de l'Ukraine, un pays de l'Est très lié, avant 2014, à la Russie depuis toujours, depuis l'existence de son histoire. L'Ukraine, ça appartenait à l'Union soviétique. En gros, l'Ukraine, c'était la Russie avant, pour faire gros. C'est pas tout à fait exact ce que je dis, mais dans les faits, c'est quasiment exact. Donc, on va dire ça au niveau historique. Bref, l'Ukraine, à la base, avant 2014, avant que la propagande en 2014 en Ukraine occidentale commence à arriver de manière massive et permanente, eh bien, les Ukrainiens, c'était comme tous les autres pays slaves. Hein, que ça soit serbe, hongrois ou russe, peu importe. C'est une société conservatrice, c'est une société nationaliste, c'est une société qui a les mœurs conservatrices, les mœurs d'avant, donc ou les mœurs normales, certains diront. Donc, bien sûr que la propagande a joué énormément en Ukraine et a tenté de changer la société ukrainienne, et ça a partiellement fonctionné. Évidemment, à Kiev, beaucoup de la population était retournée, en particulier les jeunes, qui pendant 10 ans ont subi une propagande énorme, en particulier dans les grandes villes et surtout à Kiev, occidentale. Évidemment, cela a été aidé par l'Open Society de George Soros et du National Endowment for Democracy, de la CIA, pour ne parler que d'eux, mais il y a aussi l'influence des réseaux BlackRock en Ukraine qui est absolument énorme. Bref, tout cela a fait qu'il y a eu un changement énorme de la société ukrainienne, mais ce changement énorme, il est principalement à Kiev, à Lvov et dans quelques autres grandes villes à l'ouest de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens n'ont pas tous gobé non plus la propagande occidentale. Ce qui fait qu'au sein même du gouvernement ukrainien, qui est un gouvernement néo-nazi, ne l'oublions pas, puisqu'on a mis beaucoup de néo-nazis au gouvernement ukrainien, parce qu'il n'y a qu'eux
qui avaient la motivation nécessaire, le fanatisme nécessaire pour vraiment faire ce qu'il fallait contre la Russie. Mais le problème, c'est que les factions néo-nazis, donc le bataillon Azov, la section Bandera ou Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit ukrainien, donc d'énormes groupes néo-nazis, eh bien eux sont très conservateurs, ces néo-nazis, très conservateurs, à l'image de la population en général ukrainienne. Et oui, parce qu'évidemment, dans les médias occidentaux, on vous montre des jeunes à Kiev en permanence, mais voilà, mais non, la population ukrainienne est conservatrice, et c'est comme ça. Et donc ça pose un problème pour les soldats LGBTQ+, etc. Parce que oui, au sein de l'armée, ben, les soldats homosexuels sont très très mal vus, comme au sein du gouvernement d'ailleurs, en réalité. Zelensky étant l'exception qui confirme la règle. Hein, ne l'oublions pas. S'il est bisexuel, Zelensky. Bref, donc évidemment qu'il ne bénéficie pas des mêmes droits ou avantages. Là, ils organisent une marche homosexuelle pour protester sur le fait que l'armée, bah, c'est l'armée ukrainienne. C'est-à-dire qu'il va tabasser un soldat qui serait ouvertement homosexuel. À mon avis, ça moufte pas au niveau de l'armée ukrainienne. Un homosexuel dans l'armée ukrainienne, alors à mon avis, ils doivent être très rares. À mon avis, ils doivent se faire tout petits en réalité. Hein. Voilà. Mais par contre, quand cela est su, parce qu'il y en a quand même, hein, évidemment, et d'ailleurs, ils passent dans les médias, certains soldats ukrainiens homosexuels, et d'ailleurs, tous ceux que j'ai vus dans les médias à Kiev, je n'ai vu que des femmes. Que des femmes soldats homosexuels. Je n'ai vu que des femmes. Mais bon, bref, donc celles-ci sont mises sur le devant de la scène à Kiev, à la télé. Mais voilà, mais sinon, ils sont, oui, effectivement, ils sont maltraités. Parce que la société ukrainienne, elle est comme ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cet article qui est vraiment très très intéressant et qui encore une fois en dit long. Et maintenant on va passer à l'économie. Là on voit un article de Le Monde qui nous dit « Guerre en Ukraine, à quoi serviront les 50 milliards d'euros d'aide débloqués par l'Union européenne ?» Cette enveloppe financière ne vise pas à accroître l'aide militaire, mais à soutenir la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine. Elle prendra la forme de prêts et de subventions soumis à un contrôle étroit de Bruxelles. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. Parce que les 50 milliards d'euros d'aide débloqués, déjà, vont-ils être vraiment donnés? Il y a l'Union européenne et surtout Washington qui a dit attention, attention, si la corruption n'est pas nettoyée, on va rien donner du tout. Donc ça, c'est à se rappeler quand même. Alors évidemment, c'est très drôle, forme de prêt et de subvention. L'Ukraine ne remboursera jamais rien. Bien évidemment, ce sont des dons là. Voilà, c'est l'argent des contribuables européens qu'on donne à l'Ukraine pour un rien, bien sûr, parce que ça ne sert strictement à rien. Alors, oui, évidemment, c'est un tel scandale, ces 50 milliards d'euros de l'Union européenne, qu'en fin de compte, en fait, l'Union européenne pense prendre ces 50 milliards en volant les avoirs russes. C'est comme ça qu'en réalité, ils pensent pouvoir obtenir les 50 milliards d'euros. C'est en lisant l'article qu'on comprend ça comme ça. Mais bon, peut-être pas, parce que évidemment, c'est tellement illégal que, bon, ben, voilà, donc il y a les 50 milliards d'aides qui ont effectivement été débloquées par l'Union européenne à cause de la Hongrie, parce que sans la Hongrie, c'était bloqué. La Hongrie, comme vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques mois, a débloqué. Mais voilà, alors, eux ils disent d'aide, forme de prêt, de subvention. Alors évidemment, prêt ça fait rigoler. Encore une fois, l'Ukraine ne remboursera jamais rien, pas un kopek. Donc l'argent des contribuables nord-américains, c'est-à-dire canadiens, américains et des Européens, donc des contribuables européens, ça va à fond perdu en Ukraine.
ça va certainement atterrir, comme on a vu dans l'article précédent, dans la poche de gens du gouvernement ukrainien corrompus, d'oligarques corrompus, de seigneurs de guerre, mafia ukrainienne et autres. Mais malheureusement, beaucoup n'iront pas au front, comme on l'a lu précédemment encore une fois. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Là, un article du New York Times qui nous dit que le Japon engage 4,5 milliards de dollars pour l'Ukraine selon Zelensky. Alors bon, si c'est vrai, et à mon avis c'est vrai, c'est complètement ridicule. Devinez pourquoi le Japon aide l'Ukraine. Alors évidemment, ne pensez pas que c'est pour ses intérêts, que c'est pour le Japon ou pour le peuple japonais. Non, là le Japon donne tout ça, en plus de tout ce qu'elle a donné avant en armement et en argent. Ça c'est la dernière résolution du Japon d'après Zelensky. Non, c'est parce que le Japon est un État totalement esclave de Washington. Étant donné le nombre de bases américaines au Japon, nul étonnement. Le Japon est un État esclave de Washington, un des États peut-être même les plus esclaves de Washington avec les Philippines. Voilà, donc là, on en a la preuve évidente et directe. Là, un dernier article avant la conclusion de Yahoo Finance qui vient du grand journal DPA. Le nombre de faillites d'entreprises en Allemagne poursuit sa tendance à la hausse. Ça date du 14 juin. Donc au cours des 3 premiers mois de l'année, 5209 entreprises ont déposé le bilan en Allemagne, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la statistique, poursuivant ainsi une tendance à la hausse. Les chiffres du premier trimestre de cette année étaient supérieurs à 26,5% à celui du même trimestre de l'année dernière. Vous vous rendez compte? Ça a augmenté de 26,5% par rapport à l'année dernière. Il était également de 11,2% plus élevé qu'au même trimestre de 2020, ainsi avant que le coronavirus n'impose les fermetures à travers le pays. Donc vous voyez ce qu'a fait l'explosion des Nord Stream à l'Allemagne. Donc l'Allemagne poursuit son effondrement économique aux grandes dames du peuple allemand, mais à la grande réjouissance de Washington qui a atteint son but premier. Alors que peut-on dire en conclusion? Tout va de mal en pis pour l'Ukraine, les malheurs s'accumulent et à plusieurs niveaux. D'abord sur le front, les lignes de défense qui devaient être construites au nord, c'est-à-dire dans l'oblast de Kharkov, semblent être figées. Alors les entrepreneurs qui sont censés s'en occuper, eh bien apparemment ont plus ou moins abandonné leur travail malgré les prix exorbitants qu'ils demandaient. Alors je les comprends, ils risquent leur vie, d'autant que c'est de plus en plus chaud sur le front nord. C'est de plus en plus chaud. Donc je les comprends que l'argent ne remplace pas la vie. Donc les lignes de défense ukrainiennes sont apparemment complètement figées. En plus de ça, eh bien, malgré la propagande massive de désinformation comme quoi les Russes, par exemple sur Vovchansk, seraient massacrés, cernés, etc., en fin de compte, ce sont des fausses informations et ils avancent au point qu'ils vont bientôt prendre la ville de Vovchansk. Donc, alors, par contre, attention, c'est que au niveau de la localité de Vovchansk, parce que sur la gauche de ce front nord, c'est-à-dire vers l'ouest, à Lipsi, les Ukrainiens résistent très fortement. Alors ils résistent, mais ils n'avancent pas, bien entendu. Donc là, les Russes ont beaucoup plus de mal. Et pourtant, sur Lipsi, ça y est, les Russes, pour la première fois, ont utilisé de manière officielle et attestée la bombe Fab 3000, c'est-à-dire une bombe de 3 tonnes. Ils l'ont testée sur un grand bâtiment avec succès, car il y aurait des gros regroupements de troupes sur un gros immeuble qu'ils ont fait sauter avec cette bombe. Cela a été filmé par drone. Et donc sur Lipsi, les Russes commencent à utiliser les gros moyens. Donc Lipsi, ça ne va pas durer. La résistance côté ukrainien, ce n'est que mon avis. Bien entendu, nous verrons bien dans le temps. En tous les cas, donc, comme je le disais, malgré la propagande, les fausses informations,
eh bien, la mûre des réalités est là. On a vu un article du London Times qui enfin parlait de ces centaines d'attaques qui ont eu lieu sur le Dniepr pendant plus d'un an et demi, attaques qui ne voulaient strictement rien dire et qui n'étaient là, mais ce n'est que mon avis, que pour la communication, pour dire ah, regardez, on fait quelque chose, pour rassurer l'Occident, hein, les pourvoyeurs d'armes et d'argent, pour dire eh, regardez, on envoie des hommes à la mort de manière certaine et sans réellement d'avoir un but, mais juste de dire eh, regardez, on fait quelque chose, c'est extrêmement triste, hein. C'est même une tragédie en réalité. Et pourtant, Washington a laissé faire, puisque Washington aurait pu dire mais arrêtez, on n'a pas besoin de ça, on va continuer à vous armer, on n'a pas besoin de ça. Au lieu de gaspiller la vie de dizaines et de dizaines de milliers d'hommes, gardez-les en renfort à l'arrière. Mais ne faites pas ces stupidités qui sont tragiques et qui ne servent à rien. Donc je suppose qu'en réalité, Washington était d'accord pour alimenter la presse mondiale occidentale, pour que les médias en parlent, pour dire au monde que l'Ukraine résiste et essaye de tenter des offensives. Je suppose que c'est ça, hein. Je ne sais pas, hein. Là ce n'est que mes suppositions. Bref, tout va de mal en pis, comme je le disais, pour l'Ukraine. En plus, un sommet de la paix qui a été un véritable fiasco, mais un fiasco attendu, donc nulle surprise. Donc en 2022, juste après l'invasion russe, il y avait 141 pays qui étaient signataires pour le soutien de l'Ukraine. On n'en a plus que 80 là maintenant au sommet de la paix. Donc dégringolade absolue, sans compter que on l'a vu, Biden n'est pas venu, et ça a été une tragédie terrible pour Zelensky, qui disait si Biden ne vient pas, c'est comme s'il applaudissait debout Vladimir Poutine. Donc c'était terrible comme mot de Zelensky, et malgré tout, Joe Biden ne s'est quand même pas déplacé. C'est un signe symbolique majeur au niveau diplomatique. Toujours au niveau diplomatique, comme quoi toujours les malheurs s'accumulent pour l'Ukraine et même plus largement pour l'Occident. On a Vladimir Poutine qui a été en Corée du Nord, au Vietnam, et qui a renforcé des liens qui étaient déjà très forts. Donc, alors c'est des liens qui s'ajoutent avec ceux africains nouveaux, ceux arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Oman, Royaume d'Oman, etc. Donc Vladimir Poutine tisse des liens ou renforce des liens absolument tous azimuts. Donc par contre, et ça il faut le souligner, concernant la Corée du Nord, là c'est carrément révolutionnaire, puisqu'il y a eu un traité qui a été signé d'aide mutuelle en cas d'agression extérieure. Donc si la Corée du Nord est attaquée en gros par un pays de l'OTAN, parce que ça ne peut être que ça, eh bien la Russie aidera la Corée du Nord et inversement. Alors petite info que vous n'avez pas dans les grands médias, Kim Jong-un a dit apparemment, alors ça reste à confirmer, mais apparemment c'est des sources russes diplomatiques, donc j'ai pas de raison d'en douter, mais apparemment Kim Jong-un a proposé à Vladimir Poutine, il y a déjà longtemps, 20 000 soldats nord-coréens pour se battre en Ukraine. Vladimir Poutine a refusé donc à cette époque-là, donc il y a un bon moment de cela, et là, lors du sommet russo-coréen du Nord, Corée du Nord, il a réitéré cette proposition Kim Jong-un à Vladimir Poutine. Par contre, là, je ne connais pas la réponse de Vladimir Poutine. Bref, nous verrons, mais en tous les cas, la Corée du Nord est à fond pour participer directement au conflit russo-ukrainien. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, tout va de mal en pis pour l'Ukraine, et ce, à absolument tous les niveaux.
car en plus, on a une économie russe qui est florissante et dont les tendances, d'après la Banque mondiale et le FMI, ne vont qu'en s'améliorant. Ça ne veut pas dire qu'en Russie tout va bien, non, la Russie a toujours évidemment des problèmes ici ou là économiquement, comme par exemple un taux directeur qui est encore élevé, mais une inflation qui ne cesse de baisser et une économie qui ne cesse d'être positive, des dettes qui se réduisent comme peau de chagrin, etc., etc., sans compter des nouveaux partenariats commerciaux tous azimuts avec tout un tas de pays dans le monde. Je ne vais pas tous les nommer car ils sont trop nombreux. Et sans compter l'Indonésie. Les médias ignorent totalement les liens Russie-Indonésie, alors que l'Indonésie est un pays important. Ça, je ne comprends pas. Bon, bref, en tous les cas, tout va très bien pour la Russie pour l'instant, tout va très mal pour l'Ukraine pour l'instant. Nous verrons comment cela va se passer plus tard. Là, on va voir la carte militaire et pour la première fois, l'OTAN-Kiev pense que la grande offensive russe va être sur la région de Kupiansk, dans le sud de Kupiansk. Alors, je vais vous montrer où exactement sur la carte militaire il pense que la grande offensive va avoir lieu. Attention, ce n'est qu'une spéculation de l'OTAN et de Kiev. Ça reste évidemment à confirmer. Ça se trouve, ça va être complètement démystifié par la Russie et la Russie va faire la contre-offensive sur Kherson à la grande surprise générale. Nous verrons bien, mais en tout cas, je vais vous montrer où exactement ils pensent pour eux que la grande offensive russe va venir. Bref, voilà pour la conclusion. On va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. Exceptionnellement, cette carte militaire va être relativement brève parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On va tout de suite parler de l'explosion d'une raffinerie de pétrole importante sur Rostov-na-Donu. Donc c'est ici, assez exactement, donc relativement loin du front. Donc là, les Ukrainiens ont bien joué. D'après Ukrainska Pravda, cela a été initié par le SBU. Washington, comme d'habitude, hurle en disant « Ouais, il ne fallait pas faire ça, on vous l'avait dit ». Alors, est-ce des hurlements sincères ou est-ce des hurlements pour la communication, histoire de dire? Je ne le sais pas. Par contre, quand on lit l'agence de presse TASS, les drones apparemment n'auraient même pas été arrêtés par un système antiaérien. Alors là, je ne sais pas. Est-ce une omission? Est-ce qu'il y avait des systèmes antiaériens mais ils n'ont rien pu faire? Est-ce qu'il n'y avait aucun système antiaérien? Et dans ces cas-là, alors là, c'est faute grave côté russe, si est possible. Alors ce serait vraiment une faute grave, parce que bon, c'est pas tout près de la ligne de front, mais c'est pas si loin non plus. Donc je ne le sais pas, nous verrons plus tard. En tous les cas, là, c'est un bien joué côté ukrainien, parce que l'incendie a été énorme. D'après le Washington Post, il fait 5000 m². Donc c'est un très très gros incendie. Bref, un bon coup pour l'Ukraine qui ne change strictement rien sur le front. Vous allez me dire pourquoi il ne lance pas sur des QG, des dépôts de munitions sur le front, des dépôts d'essence sur le front ou pas loin du front, même à l'intérieur ici. Pourquoi ils ne le font pas? Moi je vous le dis depuis longtemps. Même si je vous le dis pas souvent, c'est tout simplement parce que ils n'ont pas d'informations. Tout simplement, contrairement au FSB, au GRU russe. Donc les informations américaines, c'est plus ce qu'elles étaient. Donc des fois, ils donnent des bonnes informations pour des grosses installations fixes qui peuvent être vues grâce à des satellites. Mais à part ça, sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils n'attaquent jamais le front avec leurs drones ou à l'intérieur
du front de manière significative. Tout ce qu'ils font, c'est en Russie à chaque fois. Là où il y a quasiment aucune défense, ou très peu, et là où c'est des grosses installations fixes bien visibles, où les coordonnées sont faciles à donner à l'Ukraine. Voilà, et ça s'arrête là. Et oui, c'est plus que c'était les États-Unis, hein. Bref, sur le front, comme je vous ai dit, là, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, comme je vous l'ai montré avec un article du London Times, là, c'est ici que les opérations stupides et ridicules de l'Ukraine se faisaient, et se font toujours, sur le Dniepr. Alors là, sur Krinky, ils avaient fait une avancée. Effectivement, ici, ils avaient pu passer euh, un peu en masse, entre guillemets, quelques centaines d'hommes. Ça a duré quelques semaines et ils se sont fait massacrer. Mais les 99 autres attaques, 99% d'attaques qui ont été faites le long du Dniepr, ils n'ont jamais pu traverser. Ils se faisaient massacrer par l'artillerie, les drones, les bombes, etc. Donc ça ne servait à rien à part pour la communication. C'est bien qu'un grand média occidental enfin en parle, et c'est reconnu par les Ukrainiens eux-mêmes. Alors pourquoi ils disent ils se font noyer? Parce qu'ils se font couler en réalité par la puissance militaire russe tout simplement. C'est pour ça qu'ils utilisent le mot noyer. Normal quoi. Et là en plus ils recommencent à essayer de frapper la centrale nucléaire d'Energodar qui est ici. C'est la centrale nucléaire de Zaporojye si vous voulez. Donc toujours beaucoup de combats, c'est pour ça qu'il y a le symbole rouge voilà, dans la région d'Orirov, hein, comme d'habitude. Hein, toujours beaucoup de combats, mais rien ne se passe comme d'habitude. Et ça maintenant, ça fait des mois maintenant. Sur Ougledar ici, la seule forteresse réelle existante sur le front, toujours rien. Les Russes bon, veulent toujours aller dans cette direction sur Korakovie, mais pour l'instant, ils n'avancent pas. Là, il y a eu une avancée russe réelle. Donc, Kalunové, ils avancent vers Kalunové. Bon, on verra s'ils réussissent ou pas. Mais en tous les cas, il y a eu une grosse avancée puisque la semaine dernière, ils étaient là. Donc là, on parle en kilomètres. C'est pour ça que j'ai mis une épingle rouge. Ça veut dire que ce sont des avancées russes. Alors, j'ai laissé toujours en triangle parce que c'est un but majeur des Russes, Pokrovsk. Voilà. Et donc, les Russes, eux, avancent dans deux directions. Ici, surtout, et dans une moindre mesure vers le nord dans le but, je dis bien dans le but, parce qu'ils y sont pas du tout, mais dans le but d'entourer Tchassivial. Tchassivial, il y a eu beaucoup de combats, mais les Russes n'ont pas avancé. Par contre, là où il faut signaler, parce que c'est quand même très rare, là, il y a eu une avancée ukrainienne, d'où l'épingle bleue et la flèche. Donc la semaine dernière, c'était là. Et là, maintenant, ils ont avancé de quelques centaines de mètres sur Klitchievka. Donc sur Klitchievka, les Ukrainiens essayent de prendre les hauteurs. Voilà. Et là, ils ont réussi. Donc là, il y a eu une avancée ukrainienne. C'est tellement rare que là, il fallait vraiment le souligner. Donc bien joué pour les Ukrainiens ici. Et là, il y a une faiblesse de la part des Russes. Là, il y a eu une avancée encore sur Rozdorivka. Donc là, comme on peut le voir, il y a eu ça comme avancée. La semaine dernière, c'était là. Donc les Russes, avec succès, font une manœuvre pour entourer cette ville-là afin de la prendre complètement dans un petit chaudron en tenaille, si vous voulez, parce qu'ils avancent là. Là, c'était une avancée majeure, mais ils avancent ici aussi, donc ils vont prendre la ville en tenaille. Bon, la ville va bientôt être prise, hein. Inutile de vous le cacher. Donc sur le Sivelsk, là, c'est l'énorme chaudron de Sivelsk. Ça bataille toujours fort, mais là, aucune avancée majeure russe. Là, sur Kupiansk, toujours rien.
Et sur le front nord, toujours rien, à part une avancée constante sur Volchansk, ici de la part des Russes. Et bon, j'ai pas mis les lignes parce que j'attends que ça soit vraiment pris. Parce que les avancées russes, c'est bien, mais je mets une ligne que quand c'est consolidé et quand il n'y a pas de retour en arrière. Donc j'attends que ça soit consolidé parce qu'en fait, la ligne devrait être plus avancée, mais c'est pas consolidé encore, ça bataille fort. Sur l'IPSI, là, ici, il y a eu une FAB 3000 qui a été envoyée, la première avérée, vraiment avérée, ça a détruit un gros bâtiment où il y aurait énormément de forces de l'OTAN dedans, d'après les Russes. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Ça bataille énormément sur l'IPSI. Le gros des troupes du Nord est ici et ici sur Volchansk. Hein, évidemment, c'est surtout ce front-là, bien sûr, mais le gros est ici et ici parce que là, ce sont deux villes clés, l'IPSI et Volchansk. C'est pour ça qu'on ne parle que de cela dans les médias. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est au nord de l'énorme ville de Kharkov, qui est la deuxième plus grande ville du pays après Kiev. Et donc, je finis là sur peut-être ce qui est le plus important. D'après l'OTAN et Kiev, il y aurait un regroupement massif de troupes russes ici et il subodore que la grande offensive démarrerait ici pour aller là, sur la ville de Borova. Alors voilà, alors, j'ai mis une énorme flèche parce que c'est ce que suppose l'OTAN et le ministre de la Défense ukrainien. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Je vous rappelle que deux ministres successifs de la défense ukrainienne en, on va dire, plus d'un an, ont dit successivement qu'il y avait environ 130 000 hommes ici. Et là, maintenant, ça fait plus d'un an qu'ils seraient là. Alors, moi, dans des rapports russes, j'ai entendu qu'ils ne faisaient pas grand-chose parce que à la base, tous ceux qui ont été envoyés là et qui venaient de l'énorme centre de formation qui était à Melitopol, en fait, ils sont formés la base ici. Ensuite, ils auraient été envoyés sur le front avec bien d'autres troupes. Hein. Là, je parle uniquement des Bleus qui ont été formés à Melitopol. Donc, la formation intensive, apparemment, pour les Russes, c'est ici. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai lu de rapports russes. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas, mais je vous le dis. Bref, voilà pourquoi la grande offensive démarrerait là. Si c'est vraiment le cas, si les peurs de l'OTAN et de Kiev sont exactes, eh bien, ça irait exactement dans le sens que je vous dis, moi, depuis plus d'un an, parce que moi, ça fait plus d'un an que je vous dis que mon sentiment, c'est que la grande offensive viendrait de là. Voilà. Donc, presque tous les points sur l'Ukraine, c'est ce que je vous dis. Depuis très, 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 très longtemps. Alors maintenant, je ne le sais pas, hein, ça se trouve, c'est une mystification des Russes, et en fin de compte, ça viendrait de là. Et ça m'étonnerait pas des Russes que peut-être la grande offensive viendrait en réalité de là, histoire de berner tout le monde. Nous verrons bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Merci aux généreux donateurs. Et toujours, soyez curieux.